j'ai vécu dans une famille extrêmement violente. Moi, je n'avais pas mon père. Enfin, mon père avait quitté ma mère et ma mère était extrêmement violente. Et je vivais dans une famille un peu de clan, quoi, un peu comme une tribu, si vous voulez. Et donc, avec beaucoup d'alcool, etc. Et donc, j'ai vu beaucoup de scènes de violence, quoi. Et donc, aussi bien dans ma famille qu'à l'extérieur, entre ma famille et une autre famille dans mon quartier. Donc, ce qui fait que j'ai toujours eu du mal quand j'allais dans la rue, simplement. Parce que j'avais toujours peur de la famille rivale. J'avais toujours peur qu'ils me frappent, qu'ils me tuent, quoi. Et donc, en fait, j'ai grandi avec cette pensée. J'ai réussi plus ou moins à la canaliser, mais en fait, dans mon corps, je suis tout le temps crispée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier de votre authenticité. La guérison débute toujours par une profonde transparence, le courage de pouvoir se mettre complètement à nu, sans voile, de vraiment pouvoir se dire, bah voilà où ça en est maintenant. Pour moi, c'est ça le premier pas vers la guérison. Puis la deuxième chose, c'est que, en effet, très souvent, on pense que la guérison repose sur un état de gestion des différents éléments qui nous paraissent être négatifs. Et on se rend bien compte que quand on essaie de faire cela, peut-être qu'au début, on a l'impression qu'on a une forme de contrôle là-dessus, et le fait d'avoir une forme de contrôle là-dessus peut apaiser notre mental. Dans le sens où il se dit, bah oui, c'est bon, là maintenant, quand je me sens menacée, je sais quoi faire pour que la menace disparaisse. Mais à la longue, on se rend compte que finalement, on doit toujours gérer la chose. Et qu'est-ce qui se passe quand on doit gérer les choses incessamment? Bah, ça nous épuise. Et l'épuisement crée comme une brèche, on s'affaiblit comme intérieurement, psychologiquement surtout, et cette brèche-là s'ouvre, s'agrandit, c'est comme une porte ouverte pour que encore plus d'idées, de pensées menaçantes puissent s'immiscer. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux comme ça. Plus j'essaie de gérer, plus je me fatigue, plus je suis fatiguée, plus je suis vulnérable, plus je me sens attaquée. Vous voyez un peu le cercle vicieux. C'est pour ça que fondamentalement, on dit que la lutte n'est pas une solution à long terme. Pour pouvoir expliquer, parce que souvent les gens me disent oui, il ne faut pas lutter, d'accord, oui, mais pourquoi? Bah, à cause de ce cercle vicieux qui se met en place. Donc déjà ça, pour que le mental puisse observer ce mécanisme, se dire ah ouais, ok, d'accord, parce que parfois quand lui ne comprend pas véritablement pourquoi il fait les choses, bah, il s'obstine à continuer, ce qui est ok, hein. Le mental est là aussi pour expérimenter et c'est notre fidèle allié. Et il a été traumatisé par sa vie. Le mental est un être, je dirais, un peu plus vulnérable que le corps physique, et c'est surtout lui qui a besoin de notre assistance au cours de notre vie. Donc de déjà pouvoir reconnaître notre mental comme une entité qui a été blessée, qui a été traumatisée. Donc on le prend en charge comme un enfant. Et pour ce faire, j'invite toujours à la dissociation. J'invite toujours à cette dissociation, c'est-à-dire que, par exemple, quand je parle à mon mental, je ne vais pas me dire « moi, Nasrine » dans ma tête. Voilà comment ça se passe. Je vais me dire « oh, dans le mental de Nasrine, je le place ici à l'extérieur de moi, ce mental. » Pourquoi? Parce que quand je l'ai ici à l'extérieur, j'arrive beaucoup plus clairement à l'entendre déjà. Et puis, j'arrive aussi beaucoup mieux à communiquer avec lui. Donc la première chose, Marie, que je vous invite vraiment à faire, c'est de placer votre mental quand vous sentez qu'il y a ces pensées compulsives qui viennent, menaçantes, qui viennent et qui oppressent le corps physique. Et heureusement qu'il y a cette oppression physique, c'est à travers ce symptôme que vous savez comment ça se passe au niveau du mental. Donc c'est très bien que votre corps réagisse comme ça, parce que sinon vous ne pourriez pas être au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà un grand merci au corps physique, on peut lui faire un bisou au passage et de dire merci mon ami, hein, de me faire signe quand le mental a besoin d'aide. Donc finalement, dès l'instant où il y a une pensée oppressante qui vient
à la surface, ça va activer le corps physique, parce qu'ils collaborent ensemble, le mental et le corps, ce sont des frères, hein, la même famille, comme le système émotionnel qui est la petite sœur. Donc ils collaborent ensemble et le mental va dire, hé corps physique, tu vois là j'ai une info qui me fait pas trop du bien, ça va activer le corps pour que ça puisse parvenir à notre conscience. Et donc, on observe, ok, il y a une crispation, ça respire mal, je me sens tendue, j'ai un torticolis, enfin, je me sens pas bien. À ce moment-là, je vous invite vraiment à prendre un objet, Marie. Garder un objet avec vous, que ce soit un petit caillou, quelque chose qui représente le mieux pour vous, votre mental. Et à ce moment-là, je vous invite à entamer un dialogue, mais ce dialogue, c'est plus de l'écoute. Ce serait plus de dire, ok, cher mental, donc vous lui parlez comme je le fais ici, ça peut paraître bizarre au début, mais ça va vraiment aider. De pouvoir lui dire, cher mental, mon ami, qu'est-ce qui se passe en toi maintenant? Et vous allez le laisser parler. Vraiment jusqu'à ce qu'on ne l'interrompt pas. Et quand il a terminé de parler, vous pouvez lui redemander, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à comment tu te sens maintenant? Donc l'invitation, et c'est très important Marie, et c'est là où souvent les gens ne le comprennent pas dès le début, il ne s'agit pas de vouloir transformer notre mental. Il ne s'agit aucunement de vouloir là faire quelque chose pour qu'il aille mieux ou pour qu'il guérisse. Parce que ça, c'est un état de lutte. C'est fondamentalement dire non à son état. Oui, donc, mais c'est ce qu'on nous invite généralement à faire, c'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai testé la thérapie cognitive. Et j'avais beau me forcer à changer mes pensées, ça ne marchait pas. Donc du coup, je me suis arrêtée. Je me suis dit, c'est inutile. J'ai arrêté mes séances. Je me suis dit, c'est inutile. J'ai fait de la psychanalyse et je sais très bien où j'en suis. Je veux dire, je sais très bien d'où ça vient, comment c'est venu. Donc cette peur, c'est une peur d'agression physique continuelle. Donc, tu vois, par exemple, tu le dis souvent, tu dis... il faut qu'on ose dire ce qu'on pense aux autres. Tu le dis. Mais moi, j'ose pas dire ce que je pense aux autres. Si je dis vraiment mes sentiments, j'ai toujours peur de prendre une baffe ou de prendre un coup. Tu vois ce que je veux dire? Quand on n'arrive pas, quand on n'ose pas encore, j'aime bien rajouter toujours le mot encore. Je n'arrive pas encore. J'ai pas encore le courage de. C'est pas j'ai pas le courage, paf, c'est comme une espèce de conclusion. Tu vois, on ferme la porte à toutes les possibilités. Si encore, pour l'instant, c'est comme ça, mais juste pour l'instant. Donc quand je n'arrive pas à dire les choses de vive voix à quelqu'un, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que fondamentalement, quand je transmets quelque chose à quelqu'un, je le fais pas pour l'autre. Je le fais pas pour que l'autre l'entende. C'est pour que je puisse être en accord avec ce qui résonne dans mon fort intérieur. Alors, aucun souci, Marie, si tu n'arrives pas à dire telle chose à telle personne, tu le fais tranquillement depuis chez toi, où tu te sens bien. Comment est-ce qu'on va le faire? Sous forme de visualisation. Donc, je m'installe confortablement. Je peux le faire les yeux fermés ou alors mettre sur mon canapé un objet, un coussin et m'imaginer que ça représente telle personne. D'accord. Et dans ce cadre-là où je me sens bien et où je peux me mettre à nu, là je vais dire les choses à l'autre. Fondamentalement, Marie, ça revient à la même chose parce qu'on est tous interconnectés. Donc, nul besoin de se dire « Ah là là, mais alors je suis bloquée parce que j'arrive pas à le dire de vive voix face à l'autre. » C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir libérer cela, entre guillemets, des non-dits. Et donc, je vais mettre en place une stratégie, un système D, peu importe, où ça peut s'exprimer. Donc, l'invitation, elle est vraiment de pouvoir se simplifier les choses, Marie, et puis de le dire sous forme de pensée ou de vive voix, le résultat est absolument le même. Une autre chose, Marie, je crois qui est très importante à soulever, sûrement tu en as déjà conscience, mais ce mental qui lui se retrouve encore à être victime par moment d'un mécanisme qui broye du noir, de la peur, de l'angoisse, de l'oppression. Ce mécanisme-là, Marie, il était déjà présent avant que tu naisses. Ça fait déjà partie de la lignée familiale.
Donc, c'est comme si ce mental avait reçu un sac à dos dans lequel se trouve ce mécanisme. Donc, ce mental est devenu comme victime de ce mécanisme. Parce que quand le mental était petit, déjà toute petite, Marie a reçu toutes ces informations. Ben oui, elle s'est retrouvée dans un environnement qui était difficile à vivre. Son mental a reçu toutes les mémoires en lien avec cet environnement et surtout la peur de ne pas pouvoir survivre. Donc, la peur de la survie, c'est un élément qui est vraiment dans le sac à dos. Mais ce mental auquel tu t'adresses, le tien initialement, n'est pas cette souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Il porte un sac dans lequel il y a de la souffrance, mais le mental n'est pas à confondre avec la souffrance elle-même. Donc, on veut aussi aider le mental. Quand on discute avec lui, on veut aussi l'aider dans ce sens et lui dire, tu vois, cher mental, toi, initialement, t'es pas né avec la peur de ne pas pouvoir survivre dans ce monde. T'es pas né avec l'idée de te faire agresser. À la base, t'es pas né avec ça. Donc, c'est une mémoire qui t'a été mise sur le dos. Mais ça n'est pas toi. Donc, on dissocie là aussi. Est-ce que tu observes le mécanisme? Oui. Et à chaque fois qu'on dissocie, que je me dissocie du mental, ben je crée un espace d'accueil. C'est ça l'espace d'accueil. Ça se passe par la dissociation. Parce que si je me prends pour le mental, si je me prends pour mes peurs, je peux rien faire. Je suis trop collée à la chose. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on a tendance, avec la peur, on a l'impression que c'est vraiment soi. Oui. Et donc, dans ma tête, c'est que si je lâche ma pensée, je meurs. C'est tout à fait ça. Si je lâche ma pensée, je meurs parce que j'ai dû fonctionner comme ça depuis toute petite. Donc, en fait, je ne saurai plus qui je suis et peut-être je vais mourir. Oh, c'est tellement, tellement pertinent ce que tu dis, Marie. Et vois-tu, si je lâche ma pensée, je meurs. En fait, si tu lâches la pensée, c'est le sac de mémoire, cet égrégore-là, qui est en train de te dire, Marie, si tu lâches la pensée, je vais mourir, moi. Donc, c'est pas Marie qui va mourir, c'est cette entité-ci. Cette entité qui se nourrit grâce à des événements, des pensées, des émotions qui la nourrissent, qui la font grandir. Mais quand toi tu dis, bah, si je lâche cette pensée, je ne suis pas née avec cette pensée d'avoir peur de survivre ou d'avoir peur de me faire agresser. Quand tu réalises ça, ben ce sac-là, il va commencer à se flétrir, à s'assécher, à mourir. Et c'est lui qui dit non, ne me lâche pas. Moi, ça fait des générations que je suis là. Donc, plus on dissocie, plus on voit que les problèmes qu'on croyait initialement être les nôtres ne sont pas fondamentalement les nôtres, mais sont des vieilles mémoires qui se transposent comme ça d'une génération à une autre. Mais la dissociation première dont je te parlais tout à l'heure, je crois qu'elle est indispensable vraiment. De pouvoir dire, c'est pas moi qui souffre. Moi, j'observe une souffrance qui se donne à travers le mental. C'est pas dans le mental, mais c'est à travers lui qu'elle vient me parler. Et alors, c'est quoi cette souffrance? Bah oui, c'est de la peur. Alors, chère peur, tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiens pas à Marie. Mais chère peur, tu as toutefois le droit d'exister. Je te reconnais et je te donne le droit d'exister. Fondamentalement, c'est ça, le raccourci des raccourcis. Tu vois, c'est vraiment d'aller prendre contact avec l'émotion elle-même et de la reconnaître, de lui dire je te vois et je te donne le droit d'être là maintenant. Mais c'est tout, on ne va pas commencer à vouloir comprendre pourquoi, d'où elle vient. De toute façon, tout ça, tu l'as déjà observé merveilleusement bien. Oui. C'est juste lui dire ok, tu as le droit d'être là. Et quand tu lui dis cela, Marie, tu verras que dans le corps, il y a quelque chose qui se décontracte. C'est ça l'espace d'accueil, c'est de pouvoir dire, c'est là, mais je donne le droit à ce qui est là d'exister, je l'accueille. C'est ok. Ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas, parce que c'était déjà là avant même que je naisse, mais ça a le droit d'exister. Tu verras qu'il y a quelque chose qui se décontracte. Donc en fait, si je comprends bien, cette peur-là, ça peut être une alliée. Ah oui. Une amie. Ah oui, oui.
Absolument. Et souvent, on a tendance à croire que ces émotions négatives, qu'elles nous veulent du mal, tu vois. On les personnifie parfois même, et puis on a l'impression, waouh, qu'elles viennent nous, qu'elles viennent nous hanter. Mais en fait, non. La seule chose qu'elle veut, cette émotion-là, c'est être vue et accueillie. Elle n'a pas besoin qu'on fasse une psychanalyse sur elle. Elle n'en a rien à foutre, à vrai dire. Ce qu'elle aimerait, tout simplement, c'est juste qu'on puisse la reconnaître quand elle se manifeste et lui dire « Hey, je te vois ». Qu'il s'agisse de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la jalousie, de j'en sais quoi d'autre, c'est bien égal. Ça veut juste être vu. Et cette peur-là, elle s'adresse à Marie parce qu'elle sait que Marie est tout à fait capable de l'accueillir. Sinon, elle se mettrait en sourdine et elle attendrait une génération suivante. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle irait ailleurs. Parce qu'il y a 7 milliards d'individus. Mais c'est ici, dans tes bras, dans ton énergie, qu'elle vient chercher refuge. Mais elle n'est pas un problème personnel. Parce que de la peur, il y en a eu il y a déjà 1000 ans en arrière. Mais elles se transmettent d'une génération à une autre. Tant qu'elles ne peuvent pas être accueillies, elles continuent à vivre parce qu'elles ont besoin d'être sublimées, d'être accueillies, d'être intégrées dans cette dimension-ci. L'invitation ici, c'est de dire, c'est un monde duel. Ok, alors donne-moi le privilège d'explorer. C'est quoi une pensée négative? C'est quoi une pensée positive? Fondamentalement, une pensée négative, c'est un état de lutte qui se donne par une crispation du corps physique. C'est aussi basique que ça. Le corps respire de manière thoracique, il est crispé, ça va générer un état de stress intérieur et ce signal-là va dire au mental que c'est négatif. Mais ce n'est pas la pensée en elle-même qui est négative, c'est l'état à ce moment-là qui est vécu intérieurement, qui est crispé. Et là, ça dit, je ne peux pas fonctionner longtemps comme ça parce qu'aucun être humain en bas âge fonctionne de manière crispée. Une pensée positive, c'est quoi? C'est une forme de relaxation. C'est quand le corps est relaxé que ça dit « Ouais, ma vie, elle est belle, tout va bien, je suis dans la positivité. » Mais c'est pas que c'est positif, c'est juste décontracté. C'est pour ça que je dis, il y a soit l'accueil, soit la lutte. Mais les deux choses sont bonnes à expérimenter. Ça veut dire que supposons qu'une personne, elle vit une agression d'ordre physique. Suppose. Je sais pas, je vis dans une situation où je me fais maltraiter, ça arrive malheureusement, mais qu'est-ce que je vais faire? Avant avant d'entamer une action concrète dans ce monde, je vais d'abord voir qu'est-ce qui se passe en moi. Et je vais tout de suite voir qu'il y a une émotion qui se manifeste. Peur, colère, tristesse, peu importe, frustration, etc., jalousie, peu importe. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reconnaître cette émotion-là. Parce que c'est par la reconnaissance de cette émotion et d'une totale acceptation d'un accueil inconditionnel face à cette émotion-là, que mon action va surgir après dans le monde. Donc, si on me tire une claque, ça ne veut pas dire que je vais me dire « Ah, je vais accueillir et heureusement que j'ai 2 joues. » Je ne vais pas tendre l'autre joue. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des baffes, mais je réagissais jamais parce que, c'est vrai, j'ai été conditionnée aussi. Pour moi, j'avais la religion qui jouait. Bref, je restais toujours dans l'immobilité et puis je recevais les baffes. Déjà dans l'enfance jusqu'à très tard. Maintenant, je me dis, c'est bon, quoi. Ça passera plus. Donc, je me dis, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais quand même le poids de ma religion qui faisait que j'étais restée en état d'immobilité. Maintenant, je me dis, peut-être effectivement que je ne suis pas responsable des émotions des autres, que physiquement, je n'ai pas accepté ce genre de choses. Tu n'es pas responsable du mal-être des autres, ça c'est sûr, Marie, et c'est souvent un des facteurs psychologiques qu'on retrouve quand on est victime de maltraitance. On se sent toujours responsable, facilement responsable, on acquiesce les baffes et on se dit que c'est de notre faute si l'autre nous frappe, mais quand l'autre nous frappe, il ne nous voit même plus, il ne voit pas Marie. L'autre, quand il frappe Marie, il voit l'émotion sous-jacente et il a envie de péter la gueule à l'émotion. Mais il ne voit plus Marie. Je te dis cela aussi parce que j'ai eu l'immense privilège d'accompagner des personnes très violentes. Et il y a un monsieur un jour qui m'a dit, vraiment qui a failli tuer son enfant et sa femme. Et donc il me disait, quand j'étais en train d'étrangler ma femme,
D'accord. j'essayais d'étrangler toute la colère que j'avais envers mon père, quoi. Donc, il me disait, je voyais pas ma femme, je ne voyais pas. C'est comme s'il y avait un film qui se superposait sur ma femme, je ne la voyais plus, je voyais littéralement mon père que j'essayais d'étrangler. Mais c'était pas non plus mon père que je voulais étrangler, c'était cette incroyable colère tellement puissante que j'ai jamais pu exprimer parce qu'à chaque fois que je voulais, je me ramassais une tarte, quoi. Donc, au bout d'un moment, on extrapole tout ce qui n'arrive pas à être accueilli dans notre espace intérieur, s'extrapole et vient se projeter sur notre environnement extérieur pour qu'on puisse le voir. Sauf que très souvent, les gens ne voient pas les émotions. Ils voient Marie, ils voient Nasrine et puis ils se disent « j'ai un problème avec Marie, j'ai un problème avec Nasrine, son discours ne va pas, sa tête ne me convient pas, sa religion ne me convient pas. » Et ils ne voient pas que ça n'a rien à voir avec cette façade-ci, ni la façade Marie, ni la façade Nasrine, mais c'est en lien avec cette émotion sous-jacente qui n'a pas été vue, reconnue et accueillie. Je crois que c'est vraiment important que l'être humain se prenne beaucoup de temps à aller observer ce qui se passe dans son univers intérieur. Parce qu'une fois que les liens sont solides, là, en lien avec son mental, tout ce bagage héréditaire, le bagage collectif, la conscience collective, il y a tellement de choses qui se donnent tout le temps, on reçoit 40 milliards d'informations, notre cerveau reçoit 40 milliards d'informations à la seconde, je ne sais pas si tu imagines, et pourtant ça passe par un entonnoir, c'est filtré de manière à ce qu'il n'y ait que certaines choses qui passent, ça uniquement parce que on est comme coincé dans une espèce de réalité qu'on appelle notre personnalité. Mais quand on commence à observer tous les éléments qu'il y a en nous, on se rend compte que cette personnalité qu'on croyait être nôtre, c'est une construction de vieilles mémoires. Et plus on regarde ça, plus on illumine, plus on goûte à l'illumination, plus on sublime, et plus ça s'allège, plus la vie devient légère aussi. Donc, j'espère du plus profond de mon cœur, Marie, que tu puisses être très très fière de Marie, de tout ce qu'elle a déjà mis en lumière, de tout le courage qu'il lui a fallu pour le faire, parce que c'est fantastique, et c'est peu dire, hein, tout ce que tu as déjà pu, tout ce que ta manière d'accompagner cet être humain, Marie, et c'est précieux, c'est tellement bienveillant et rempli d'amour. Merci Nasrine. Je voulais te remercier pour tout. Donc c'est vrai que j'ai